Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux acteurs de l'agriculture française. Je suis Louise Lespard et j'ai hâte de vous amener avec moi dans cette aventure. Dans ce podcast, je vous permets d'en apprendre bien plus sur notre monde agricole en partant à la rencontre de personnalités remarquables qui œuvrent à faire briller nos campagnes. Je vous amène dans les coulisses de nos fermes pour découvrir le quotidien de ces acteurs de l'ombre pourtant indispensables à notre pays. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Garcia, éleveuse de vaches dans le Cantal. Titulaire d'un DU d'éthologie, la science du comportement des animaux, Pauline est également comportementaliste animalier. Son bagage scientifique lui permet de travailler dans les meilleures conditions avec les animaux de sa ferme et d'accompagner, lors de formation, des agriculteurs à en faire tout autant. Cette double casquette d'éleveuse et de comportementaliste nous a permis d'approfondir ensemble le thème du bien-être animal, sujet aujourd'hui au cœur de nos préoccupations de consommateurs. Dans cet épisode, Pauline nous explique ce que signifie concrètement cette notion. Elle parle également avec sensibilité de la relation qui lie l'homme à l'animal et des devoirs que nous avons envers ce dernier. Je vous laisse découvrir ma discussion avec cette éleveuse passionnée. Bonne écoute! Bonjour Pauline. Bonjour Louise. Tu vas bien? Je vais bien, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Alors malheureusement, à cause du confinement, on est dans l'obligation d'enregistrer cet épisode à distance. Tu es confinée dans ton exploitation sur le Cantal de ton côté, c'est ça? Exactement. Je suis à environ 1200 mètres d'altitude dans les montagnes du Cantal. Ça fait rêver. Un petit Pour peu, quelqu'un oui. qui vit à Paris en tout cas. Alors pour te présenter à nos auditeurs, tu es donc éleveuse de bovins, comportementaliste animalière, formatrice, et puis depuis tout récemment, tu es auteure du livre Le petit guide illustré du bien-être du bovin, c'est ça? Exactement. Ça commence à faire long un peu dans la présentation, mais C'est ce que j'allais dire, ça fait beaucoup pour une seule personne, félicitations. mais je te remercie. Oui, c'est un peu toutes mes fonctions, donc ça me permet de faire du terrain sur ma ferme avec mes animaux. Donc là, ça me permet vraiment de m'enrichir au niveau de l'expérience de terrain. Et ensuite, de le vulgariser avec tout l'apport scientifique que j'ai de par mes études, et de le proposer sous forme de formation ou de coaching particulier pour des propriétaires. Et maintenant, récemment, je l'ai mis sur du papier pour en faire un livre. En tout cas, ça va vraiment me permettre que tu nous apprennes plus sur le bien-être animal, qui est un thème d'actualité aujourd'hui. Oui. Et sur lequel je pense que voilà, on parle beaucoup, on dit beaucoup de choses, mais finalement, concrètement, on a du mal à matérialiser ce que signifie cette notion. Donc, on va profiter de l'interview pour aborder ce thème-là. Oui, tout à fait. Concrètement, le bien-être animal, donc du point de vue de l'éleveur, c'est une notion très importante qu'il ne faut pas négliger puisque c'est une notion qui est facilement attaquable par les réseaux sociaux ou autres. Donc le bien-être, concrètement, il s'articule autour de 5 libertés. Et les 5 libertés répondent à des besoins de l'animal. C'est-à-dire, l'animal ne doit pas souffrir d'un manque d'alimentation et d'hydratation. L'animal doit vivre dans un environnement adapté où il n'est pas exposé au froid, aux intempéries et donc exposé aux maladies. L'animal doit bénéficier de soins adaptés par son éleveur. L'animal ne doit pas être stressé au quotidien par des conditions environnementales, sociales ou relationnelles. Et enfin, l'animal ne doit pas être exposé à un stress en continu. Donc, une relation homme-animal doit être soignée pour que l'animal, quand il voit les humains, il doit être en confiance et non en méfiance, puisque la méfiance entraîne du stress et donc potentiellement des maladies et des problèmes de santé. Donc, toutes ces libertés-là sont en permanence appliquées au quotidien dans les fermes par les éleveurs. C'est super intéressant de voir qu'en fait, il y a de vraies notions concrètes derrière qui sont applicables à ce concept. Et aujourd'hui, les éleveurs, quand ils l'appliquent, ils en ont conscience ou pas encore et c'est en train d'évoluer. C'est quoi ton point de vue là-dessus ? Alors, l'éleveur, oui, l'applique depuis tout petit, depuis des générations. Ils savent que l'animal ne doit pas souffrir de mauvaise alimentation, une alimentation qui n'est pas adaptée, un manque d'hydratation. L'éleveur a conscience de tout ça.
Maintenant, avec ce qui se passe sur les réseaux où l'agriculture est un métier très attaqué, maintenant on a été obligé de formaliser avec des grilles par exemple d'évaluation du bien-être animal, où là, l'éleveur est souvent encadré par des vétérinaires, où ils vont, sur leur ferme, formaliser le bien-être animal en observant beaucoup les animaux, l'environnement, et en cochant des cases. Est-ce que je rentre ou pas assez dans le bien-être animal? En général, l'éleveur, les fermes rentrent dans les conditions du bien-être, puisque sinon la ferme ne pourrait pas exister. Enfin, je veux dire, les animaux ne pourraient pas être dans le confort. Mais on a été obligé de formaliser un peu cet aspect-là, cette notion-là de bien-être, pour essentiellement rassurer le consommateur. Parce que en me renseignant sur le sujet aussi, je voyais que les aides de la PAC, donc la politique agricole commune, qui sont des aides qui sont versées annuellement aux agriculteurs pour les subventionner, les aider à produire, à rentabiliser leur exploitation, aujourd'hui prennent en compte ces données notamment de bien-être animal pour verser la prime. Oui. C'est une conditionnalité, c'est ça? Oui, tout à fait. Mais en même temps, pour les éleveurs, ça paraît même normal. Je veux dire, on n'est pas. Enfin, bon, on est reconnaissant que nos efforts vis-à-vis de nos fermes soient financés. Mais enfin, pour moi, c'est une normalité. Je veux dire, nos animaux, moi, c'est mon job en tant qu'éleveuse d'apporter et de répondre au bien-être de mes animaux. Enfin, c'est un contrat que je passe avec mes animaux. Et donc pour moi, je n'y réfléchis même plus. C'est-à-dire que mes animaux, je dois répondre aux besoins fondamentaux, et ça fait partie de mon job au quotidien. Il y a pas d'activité supplémentaire avec l'arrivée de ce bien-être animal. Ouais, je comprends. Et justement, l'intérêt de l'animal, bon, on le comprend bien, qu'il soit bien et c'est bien naturel, je te rejoins. Mais et l'intérêt de l'éleveur, c'est quoi d'avoir des animaux qui sont bien et qui sont pas stressés, en bonne santé? Alors, il y a plusieurs aspects au fait que l'animal soit dans le confort. Déjà, il y a l'aspect santé, c'est-à-dire qu'un animal qui est dans le confort sur tous les plans, il va développer moins de pathologies, moins de problèmes de santé. Donc, on va diminuer les charges vétérinaires. Donc, ça fait diminuer les coûts. À côté de ça, un animal, et les études le montrent énormément, qu'un animal qui est dans des bonnes conditions de vie, mais c'est valable pour toutes les espèces, hein, profitera mieux, c'est-à-dire qu'il va favoriser la prise de poids, donc meilleure qualité de viande, il va favoriser la production de lait, avec moins de cellules qui sont parfois pathogènes et impropres à la consommation. Il va favoriser une bonne reproduction. Donc tout se lie en fait. Le bien-être, c'est une dimension qui aura des conséquences sur tout un circuit de la production sur la ferme. Ouais, je comprends bien. Et d'un autre côté, je me demandais si, parce qu'évidemment, prendre soin de ses bêtes et du bien-être animal, on reviendra après concrètement sur toi, comment tu le pratiques dans ta ferme. Et je voyais des petits exercices que tu faisais avec tes vaches et tout ça. J'imagine que ça demande du temps à l'éleveur. Est-ce qu'à un moment, dans une époque où on lui demande d'être, finalement, de produire beaucoup, parce que s'il veut se dégager des revenus, on sait que c'est compliqué, il faut souvent aller vite. Est-ce que là-dessus, respecter le bien-être animal à fond et appliquer toutes les pratiques, notamment que tu recommandes, c'est pas aussi ça peut pas se traduire par une perte de revenus pour l'agriculteur? Non, concrètement, ce n'est pas en temps qu'il faut réfléchir, c'est en façon, en manière de travailler. C'est-à-dire que quand on commence à s'intéresser à la neuropsychologie, à la façon dont les animaux réfléchissent, à la façon dont les animaux perçoivent le monde, forcément, on va adapter nos pratiques en conséquence. Donc c'est juste que l'homme, s'il prend connaissance du monde animal qu'il côtoie, c'est-à-dire le monde bovin, il va se rendre compte que son bovin, il ne voit pas comme lui, il n'entend pas comme lui, il ne reçoit pas les émotions comme lui. Donc, en contrepartie, il va changer sa façon de travailler. Il ne va pas perdre du temps, il va juste modifier ses pratiques ou ses systèmes de contention. Voilà, donc c'est juste s'intéresser à l'espèce avec laquelle on est en train de travailler, comment cette espèce elle perçoit le monde, et c'est à l'humain de s'adapter. On ne peut pas demander à l'animal de s'adapter, c'est à l'humain de s'adapter. Donc c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire, pardon, de remise en question,
de voir comment l'animal perçoit son monde et donc, en contrepartie, d'adapter nos pratiques. Donc c'est plus une histoire d'adaptation plutôt que de temps. Et la relation entre un agriculteur ou un éleveur là plutôt et son bovin, comment tu pourrais la décrire pour quelqu'un qui connaît rien? Est-ce que c'est un peu comme la relation avec un ami? Enfin, comment tu la décris cette relation entre les deux? Euh, pour aider toutes les personnes qui sont dans les villes et qui côtoient souvent des entreprises, je peux la comparer. Donc la relation entre l'éleveur et son bovin et son troupeau de bovins, je peux la comparer à une vie d'entreprise. C'est-à-dire il y a un manager ou il y a un chef d'équipe, et puis il y a l'équipe autour qui travaille pour lui. Et donc ce manager, il a un rôle très important pour l'harmonie du groupe ou du troupeau. Si le manager est motivant, souriant, s'il est réconfortant, à l'écoute, forcément vous aurez une équipe qui sera à son image. Si vous avez un manager qui est tyrannique, qui est tout le temps contrarié et qui est tout le temps en train de faire la tête, qu'est-ce que fait l'équipe en contrepartie? Ben, elle fuit, elle déserte son milieu de travail, et elle pose souvent des RTT, elle est souvent en arrêt maladie, puisque ce sont les conséquences directes de l'ambiance qu'installe le manager. Donc pour moi, c'est un peu le même principe sur une ferme. On est à la tête d'une équipe. Si on a envie d'avoir un travail d'équipe qui est positif et qui a une production plutôt encourageante, eh bien c'est au manager et donc à l'éleveur de se donner les moyens pour que l'équipe soit productive. Je trouve le parallèle super intéressant parce qu'en plus, on peut presque comparer un agriculteur qui a son exploitation ou un éleveur à un entrepreneur aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut tout gérer. Finalement, on ne se rend pas compte, mais Oui. la comptabilité, des fois des salariés, il faut faire des choix stratégiques. Et je trouve que ce parallèle, il est vraiment parlant. Oui, oui, l'éleveur, il est sur tous les fronts, hein, puisque maintenant, l'éleveur, enfin moi, je prends l'exemple sur ma ferme, donc on est comptable, on est vétérinaire, on est cultivateur, puisqu'on se met maintenant à de plus en plus semer des cultures sur la ferme. On est spécialisé en machines agricoles, parce qu'il faut souvent les premières pannes, ben, si on peut éviter de les faire réparer par une entreprise, parce que ça coûte très cher, ben, on le fait nous-mêmes. Donc on est aussi mécanicien, on est homme à tout faire puisqu'il faut bricoler parfois des systèmes de plomberie et réparer des fuites d'eau. Donc vraiment l'éleveur, et c'est d'ailleurs son atout, c'est que l'éleveur enfin, l'agriculteur en général, ce sont des personnes très polyvalentes. Et j'ai vu un jour un reportage qui disait que les agriculteurs qui cherchaient à se reconvertir n'avaient pas de problème à retrouver un emploi, puisque ce sont des personnes qui sont vraiment de terrain et qui s'adaptent souvent déjà aux problèmes, puisque c'est souvent ce qu'on a sur notre ferme. Ils s'adaptent vite et ils trouvent vite des solutions. Et ce sont des personnes qui sont très manuelles. Donc c'est beaucoup d'avantages pour un futur employeur. Ouais, ça fait des profils très complets. Et Voilà. je reviens sur la notion, là, le parallèle que tu faisais entre manager et équipe. En fait, ce que tu es aussi en train de nous dire, c'est que le bien-être animal, c'est vraiment très lié au bien-être de l'être humain qui s'occupe de ces animaux-là. Tout à fait, exactement. Un éleveur, un manager qui a des problèmes familiaux, qui est un peu replié sur lui-même, qui ne s'ouvre pas à des activités sportives, qui ne va pas rencontrer des amis pour passer un bon moment, forcément, il va un petit peu ruminer ses problèmes. Et le problème, c'est qu'il va les faire ressurgir sur son équipe. Donc l'équipe, ça peut être les humains comme les animaux. Donc c'est assez problématique et c'est pas au rôle de l'équipe d'être le tampon et d'être les éponges qui vont absorber tous les problèmes du chef d'équipe. Donc l'éleveur doit également soigner son bien-être et sa santé et sa vie sociale, son entourage, et pour pouvoir être en harmonie avec son équipe et pour pouvoir travailler dans des meilleures conditions. Et comment il gère, parce que comme tu dis, c'est son équipe un peu, comment Mhm. ça se gère le fait que économiquement, les vaches, elles sont amenées par exemple, des vaches à viande à partir à l'abattoir parce que c'est comme ça et que c'est le travail de l'éleveur. J'imagine que c'est pas facile
à gérer ça, de s'occuper de ces vaches au jour le jour. Comment on le gère au quotidien pour pas non plus mettre trop d'affect? Et est-ce que le moment où les vaches elles quittent l'exploitation, c'est un événement? Tu peux nous décrire ça se passe comment? Il faut vivre au présent. C'est comme ça, c'est la solution pour ne pas être affecté au futur de l'animal. Puisque l'animal naît sur la ferme, et puis on connaît déjà sa finalité. À partir des premières secondes où il est sur la ferme, on sait que c'est un animal qui va, au bout de quelques jours, semaines, mois, ça dépend, la mort est à la fin de, c'est ce qui va lui arriver pour lui. Si on commence à penser à ça, honnêtement, c'est très démotivant. C'est trop négatif, ce sont des pensées parasites. Donc, à quoi bon? À quoi bon? C'est un animal de toute façon, on sait on connaît la finalité. Donc, à quoi bon investir dans l'environnement? À quoi bon aller passer du temps de manière positive et aller leur apporter du bien-être avec l'humain? À quoi bon aller les gratter pour déclencher des hormones d'apaisement? Et à quoi bon tout ça? À quoi bon adapter des systèmes de contention qui leur sont adaptés? On peut faire très bien ça avec 2 planches et ça suffira, et puis on s'adaptera. Non. Si on commence à penser comme ça, honnêtement, il y aurait beaucoup de personnes qui ne feraient plus d'élevage, ou ce métier serait déjà éteint depuis très longtemps. Ouais, bien sûr. Donc, il faut vivre au présent, et c'est d'ailleurs ce que font les animaux, et ils le font beaucoup mieux que nous. Le problème de l'humain, c'est que il est jamais dans la conscience de ce qu'il fait au présent, il est toujours en train de penser au futur. Il est en train de soigner une vache et tout en pensant à la culture qu'il doit semer le lendemain. C'est un gros problème de l'humain, c'est qu'il n'arrive pas à s'enraciner et à de temps en temps se poser, à se dire non, là t'es au présent, pense à ce que tu fais en conscience et fais le bien. Voilà. Donc moi c'est la clé de ma réussite personnelle, on va dire ça, c'est-à-dire que je me mets au rythme de mes animaux. Et quand le moment arrive où c'est la fin, je fais un travail de détachement, je fais un travail de coupure relationnelle pour rebondir, ça s'appelle la résilience, et pour justement être toujours au top avec les animaux qui sont présents sur ma ferme. Puisque si je commence à être accablée par le départ de certaines, ça me touche, hein, je dis pas le contraire. Mmh. Mais il y en a d'autres qui arrivent. Et celles-ci, elles ont besoin d'avoir un manager qui est souriant et qui est au top pour les accueillir. Donc voilà, je fais un travail sur moi-même. En tout cas, je n'essaie pas de parasiter la relation avec mes animaux par des départs. Je comprends, ouais, de se focaliser sur le présent, et c'est vrai que ce serait un bon enseignement qu'on pourrait tirer des animaux, nous humains. Oui, et puis même dans d'autres domaines. Et donc bon, je pense qu'on a bien compris la notion de bien-être et l'importance d'une relation animal et éleveur qui est saine. Et est-ce que tu peux nous expliquer concrètement le bien-être animal, comment toi tu l'appliques dans ton exploitation? Je voyais par les petits exercices que tu faisais sur tes vidéos, on parlera ensuite de ton livre et de ton compte, etc., pour que les gens puissent se rendre compte de ton travail. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu concrètement ce que tu mets en place? Oui, bien sûr. Alors moi, je me base sur des études scientifiques, sur des études éthologiques, ces études-là portent sur les émotions des animaux, sur la gestion de la peur et sur la relation homme-animal. Donc ce sont des études qui sont faites par des chercheurs pendant plusieurs années. Les résultats d'études sont publiés, sont accessibles facilement sur Internet. Donc ça, c'est aussi un avantage du métier de comportementaliste, c'est qu'on peut bénéficier de ces études-là, que l'on peut après appliquer sur le terrain facilement et les vulgariser pour d'autres professionnels. Donc moi, par exemple, concrètement, je vais travailler sur la peur. C'est une émotion qui est quand même envahissante sur un herbivore. C'est quand même c'est instinctif hein, d'avoir peur, puisque c'est grâce à ça qu'ils peuvent se préserver souvent en fuyant quand la situation est anxiogène pour lui. Mais il y a quand même des moments où il faut qu'il arrive à gérer un peu cette émotion-là. Donc on va travailler sur plusieurs aspects, et notamment l'enrichissement du milieu, en exposant régulièrement mes jeunes animaux. Donc il faut commencer ce travail depuis le plus jeune âge, c'est mieux. Le cerveau est quand même plus adapté pour l'apprentissage, pour un individu jeune, peu importe l'espèce. Et donc on travaille sur l'enrichissement, où je vais exposer régulièrement mes animaux à des objets insolites qui sont complètement en dehors du milieu bovin, hein. C'est-à-dire que je ne cherche pas à mettre des objets qu'ils connaissent,
je vais mettre des objets qui sont propres au milieu humain pour qu'ils découvrent d'eux-mêmes, pour que les deux milieux se confrontent, milieu bovin et milieu humain. Donc concrètement, un exemple, je vais disposer dans mes parcs, donc parce que mes animaux sont en bâtiment l'hiver, du fait qu'on soit en altitude. Donc mes jeunes animaux, ils sont dans des parcs et je vais leur mettre à disposition des objets insolites. Donc je dispose l'objet au milieu du parc et chaque animal, à son rythme, vient explorer l'objet. Donc il y a des animaux, en quelques secondes, ils sont déjà en train de toucher l'objet, le lécher, le flairer. Et puis d'autres, ça va prendre quelques secondes, quelques minutes. Ils ont besoin de beaucoup plus observer et de se faire confiance eux-mêmes pour aller toucher l'objet. Donc ce sont des animaux qui sont acteurs dans la situation. Et donc il n'y a pas une situation, enfin moi je les impose pas à aller explorer. Et c'est d'ailleurs ce qu'il y a de pire dans l'apprentissage, c'est quand on impose quelque chose. C'est pas comme ça qu'on apprend dans les meilleures conditions. Par contre, quand l'individu est acteur, que c'est lui qui prend l'initiative d'aller explorer un objet, eh bien les résultats sont nettement meilleurs. C'est-à-dire que le premier jour, bon, bah, c'est vrai que les animaux, certains paraissent très introvertis et très timides. Puis au bout de quelques jours, l'objet est complètement devenu familier et je les vois se frotter contre les objets insolites et de se coucher à côté, et donc ils n'en ont plus du tout peur. Et donc jour après jour, je les expose comme ça à des objets complètement différents, je change régulièrement, pour qu'ils apprennent à gérer leur peur. Et donc ce sont des animaux qui, en fait, quand ils voient une nouveauté, qu'est-ce qu'ils se disent? Mais non, mais en fait, j'ai pas peur. C'est quelque chose de nouveau et c'est attractif. Donc je bascule en quelque sorte l'émotion qui était j'ai peur, je fuis, en une émotion qui dit à l'animal tu as peur, mais tu peux quand même aller avancer et étant très curieux, tu peux aller quand même observer l'objet. Donc ce sont des animaux, au final, qui sont moins émotifs, qui vont moins sursauter, qui vont moins être affolés par une situation nouvelle. Donc ça va se ressentir énormément plus tard quand je vais manipuler mes animaux pour des soins ou pour des déplacements. Ce sont des animaux qui seront beaucoup plus calmes, beaucoup plus dociles, parce que ils ont été régulièrement exposés à de la nouveauté. Et ils savent que la nouveauté, ben, ok, on a appris à gérer, ok, c'est bon, on sait ce que c'est, les émotions sont toujours là, mais elles sont beaucoup moins parasitantes dans la réponse comportementale. Donc au final, c'est beaucoup plus simple après de travailler avec des animaux qui sont régulièrement exposés à des situations comme ça. Et puis j'imagine aussi que ça te permet de travailler plus en sécurité, non? Oui, tout à fait. Puisqu'un animal qui sursaute moins, c'est un animal qui a moins peur, c'est un animal qui va moins développer des comportements agressifs ou des comportements de fuite. Et c'est souvent dans ces deux situations-là qu'on est exposé à des accidents. Un animal qui fuit, il peut faire un écart violent, et nous, on se trouve dans sa trajectoire, et bam, il y a choc. Un animal qui sursaute, parfois, il a des réactions un peu, enfin, il maîtrise pas toujours son corps, et en sursautant, il nous saute dessus. Donc voilà, c'est directement lié, ce travail d'enrichissement, avec plus tard des meilleures conditions de travail et forcément un gain de sécurité. Et est-ce que tu peux nous raconter une situation dans laquelle tu as pris particulièrement de plaisir à mettre en œuvre ce que tu nous expliquais? Bien oui, maintenant, depuis que je suis arrivée sur ma ferme, donc ça va faire 6 ans maintenant que je suis sur la ferme, on a vu une facilité pour faire des soins sur les animaux et notamment en liberté. Et de temps en temps, il faut que j'applique des produits sur le dos des animaux pour traiter au niveau des parasites ou au niveau des problèmes cutanés. Et donc ça, si l'animal il n'est pas habitué à ce qu'on s'approche de lui, à ce qu'on le gratte un peu et on lui répartisse une petite solution sur la ligne du dos, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il coopère, hein. Quand on va s'approcher, il est en liberté, il a tout le choix autour de lui pour partir, donc il part. Et avant que j'arrive sur la ferme, ben, on ramenait tout le troupeau de 40, 50, 60 individus. On les fait passer dans un petit couloir et on traite les animaux qu'il faut traiter. Donc, en gros, pour traiter 10 animaux sur 50, eh bien, on y passait une demi-journée. Et moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, on peut pas perdre du temps comme ça. Et donc, le fait d'avoir travaillé ma relation de proximité, c'est-à-dire que les animaux, ils acceptent que je m'approche d'eux, que je les gratte, que je les touche, eh bien,
Ça a apporté des facilités dans les soins et notamment pour leur appliquer un produit sur la ligne du dos. Donc maintenant, quand j'ai quelques animaux à traiter en liberté comme ça, je m'approche avec mon produit que je mets sous ma veste pour qu'il soit un petit peu discret et pas trop attirant au niveau de l'œil. Et je m'approche des animaux, je les gratte un peu, je leur parle comme si j'allais les voir pour une visite du quotidien. Et puis délicatement, je leur mets le produit, je caresse, je lui donne une petite récompense à la main et je passe au suivant. Et en fait, celui qui a été traité ne s'est même pas rendu compte qu'il a été traité. Et du coup, il n'a pas déclenché une euphorie et une fuite qui est propageable sur tout le reste du troupeau. Le troupeau n'a pas été stressé pendant cette demi-heure ou cette heure de temps. Et moi, j'ai surtout maintenu une relation positive avec mes animaux. Donc ça, c'est vraiment une grosse satisfaction de mon travail relationnel qui a été fait en amont. Et gagner du temps pour faire autre chose. Voilà, et puis surtout travailler dans le plaisir, c'est-à-dire je m'approche, je gratouille l'animal, je le traite en même temps, et il s'est rendu compte de rien. Et ça, c'est génial, quand nos animaux sont vraiment... quand l'humain n'est pas un perturbateur, l'objectif est atteint. Tu parlais de ton associé, donc tu l'as rejoint, si je comprends bien, sur l'exploitation. Lui, il l'avait déjà. Oui. Tu l'as amené à faire évoluer ses pratiques avec les animaux. Comment vous trouvez votre rythme? Puisque j'imagine que chaque éleveur a sa propre relation à l'animal. Oui, oui, oui. Alors, on ne change pas les personnes, ça c'est évident. On peut les amener à réfléchir différemment. Et c'est ce qui s'est passé. Il a bien vu que mon travail relationnel et mon travail d'enrichissement portaient ses fruits, puisqu'il voit que les animaux sont vraiment d'une docilité et parfois déroutante. Donc ça, il s'en rend compte. Maintenant, il me laisse clé en main pour mettre en application, puisque lui, il a quand même, comment dire, enregistré des pratiques relationnelles, notamment apprendre à donner à manger à la main aux animaux. Ça, c'était des choses qui n'étaient pas forcément pratiquées avant que j'arrive. Et ça, c'est quelque chose, lui, maintenant, qu'il fait régulièrement. Dès qu'il passe à côté d'un troupeau, il a toujours un petit seau avec un peu de friandises et il donne à la main. Voilà, il marque des points, on va dire, il marque des points relationnels avec certains animaux quand il passe à côté d'eux. Donc voilà, il y a eu des actions positives qui ont été marquées dans son comportement. Maintenant, lui, il est quand même plus porté sur le machinisme, c'est son domaine et il est plus doué là-dedans, on va dire. Donc chacun ses spécialités. Voilà, moi, ma spécialité, c'est la relation animale et le contact aux animaux. J'ai fait des études pour ça, de toute façon, même avant d'être éleveuse. Donc, c'est quand même un domaine dans lequel je m'épanouis et je le fais sans être contrainte, sans être forcée. Donc, c'est spontané, c'est naturel. Lui, parfois, ça peut lui demander un peu de remise en question parce que c'est pas, ça n'a pas toujours été les pratiques familiales. Donc, ça lui demande plus de réflexion. Et Ouais, je quand on en comprends. est quand on est à ce stade-là où on doit réfléchir avant d'agir, eh bien, on perd de la spontanéité et de la passion et de la fluidité dans la gestuelle, par exemple. Ouais. Finalement, vous avez bien fait de vous associer, vous êtes très complémentaires. Et justement, pour parler des éleveurs de manière plus globale maintenant, ceux qui viennent faire tes formations, puisque on le répète, tu es formatrice là-dessus, sur le comportement animal, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? C'est quoi comme profil? Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus, sur la démarche qu'ils font quand ils viennent te voir? Alors, j'ai un peu tous les profils. J'ai des curieux. D'autres sont hors cadre familial, c'est-à-dire ce sont des jeunes agriculteurs qui s'installent et ils arrivent comme ça parce qu'ils ont envie de se reconvertir dans l'agriculture. Donc, ils n'ont aucune base. Donc, du coup, ils ont envie de tout apprendre sur le comportement des vaches, de ne pas faire d'erreurs, de bien se comporter, de eux se remettre en question sur tout ce qu'ils voient, tout ce qui se passe sur la ferme. Donc, j'ai ce type de profil-là. Et j'ai beaucoup aussi de femmes, des éleveuses installées ou des femmes d'éleveurs qui ont une approche très, très semblable à la mienne, avec beaucoup de sensibilité, beaucoup d'observation, beaucoup de passion, d'amour des animaux, et sans non plus se laisser trop envahir. Mais donc ce profil-là, en général, je l'ai quand même assez fréquemment dans mes formations. J'ai eu des journées de formation où j'avais 15 personnes inscrites, j'avais 15 femmes. Mais j'ai un peu tous les profils. J'ai aussi d'autres agriculteurs qui sont plus âgés, qui sont même proches de la retraite. Mais voilà, qui me disent il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc ça, j'aime bien les personnes qui me disent ça, qui viennent pas avec des idées arrêtées.
Voilà, donc oui, j'ai pas de profil type. J'ai un peu tout, et c'est d'ailleurs très intéressant le tour de table en début de formation, de connaître les motivations, des personnes, pourquoi ils sont venus et leurs attentes. Et puis toi, j'imagine aussi que le fait que tu aies ton exploitation, ça crédibilise tes propos, non? Oui, c'est ce qui ressort dans les bilans de fin de journée, que les éleveurs me disent: «Oui, alors tu n'es pas qu'une scientifique, tu es aussi une femme de terrain», et d'ailleurs on le voit à travers tes illustrations, pédagogiques, on voit à travers tes vidéos, les manipulations que tu fais avec tes animaux, voilà, c'est du concret, quoi. Donc ça nous sensibilise et ça nous incite à faire pareil, sur notre ferme. Ouais. Et tu parlais, donc à ta formation, tu avais soit des jeunes qui s'installaient ou des fois des personnes en fin de carrière. Mmh. Est-ce que pour toi, le bien-être animal, enfin, la notion et les pratiques, elles ont évolué dans le temps? Et est-ce que les générations finalement actuelles sont pas un peu plus sensibles à cette notion-là? Ça dépend. Ça dépend vraiment, il y a des jeunes qui sont très portés sur le machinisme, très qui aiment beaucoup ça, qui aiment leurs animaux, hein, ça il y a pas de doute, mais ils vont un peu négliger la relation. Alors pas la négliger dans le sens, on la fait mal, mais ils vont pas la soigner. C'est une relation homme-animal, il faut la soigner au quotidien et il faut avoir conscience de nos actions à chaque fois sur tous les animaux. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Et qu'est-ce que je peux apporter pour contrebalancer le négatif vers le positif? Ça, on n'a pas forcément cette logique-là, puisque ce sont des notions d'apprentissage que moi j'ai appris pendant mes cours sur le comportement animal, avec le renforcement positif, renforcement négatif, l'importance de la récompense alimentaire, quand est-ce que je peux la distribuer pour renforcer un bon comportement. Enfin, tout ça, c'est des notions que j'ai appris. Et je les ai apprises. Donc, et ça, c'est pas du tout enseigné dans les formations agricoles. Pas du tout. C'est pas. C'est dommage, non? Ah oui. Moi, j'ai suivi une formation agricole pour m'installer. Il n'y avait pas de cours sur la relation, c'est-à-dire déjà sur quoi je la fais naître, les bases de la relation, comment je la fais naître et puis ensuite comment je la fais évoluer de manière positive. Quelles sont les actions et les pratiques relationnelles que je dois installer sur ma ferme au quotidien, ou lors de situations un peu d'urgence, quand il y a des vétérinaires ou d'autres professionnels. Ça, c'est pas du tout abordé. Et c'est dommage, puisque moi, je l'ai vu dans un autre cursus, qui était l'éthologie, et que j'ai appliqué dans l'élevage. Voilà, j'ai fait le pont entre les deux milieux, c'est-à-dire l'éthologie et l'élevage. Mes collègues de promo, eux, ils n'avaient pas suivi un autre cursus que le cursus agricole, et toutes les notions d'apprentissage, ils ne les connaissaient pas. Et aujourd'hui, c'est quoi ta vision du bien-être animal pour les éleveurs et est-ce qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir surtout? Oh, moi, je pense que les éleveurs, il y a pas de problème pour eux, hein. Enfin, ils sont pas, il y a pas de problématique à ce niveau-là. Il y a des pistes d'amélioration pour atteindre la perfection. Je pense qu'il y a ça, oui. Mais comme dans tous les domaines, hein, on peut être bon et puis on cherche la perfection. Après, je pense il faut plus que les personnes qui sont pas de terrain, comme les citadins, les personnes qui sont dans les villes, soient plus plus un esprit critique, mais tout en se basant pas sur des images chocs qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas normal de se laisser influencer par une vidéo choc de 3 minutes, par des grands organismes qui ont des fonds, qui ont des bons systèmes de financement pour faire ces vidéos-là. Donc, non, il faut prendre du recul et se dire: «Non mais c'est pas possible, toutes les fermes sont pas comme ça, tous les éleveurs sont pas comme ça». Mais c'est comme dans tous les domaines, il y a des bons et des mauvais médecins, des bons et des mauvais instituteurs. Il y a toujours des bons et des mauvais partout. Mmh. Maintenant, il faut savoir se dire: tous les agriculteurs sont pas comme dans les images qu'on montre. Et sachez que, un montage vidéo, il peut être très persuasif dans le négatif. C'est-à-dire que dans n'importe quelle ferme, mais même la ferme la plus bien notée dans les grilles d'évaluation du bien-être, on peut filmer des images chocs et faire ressortir du mal-être. Finalement, le mieux, ça serait de venir sur les exploitations pour se rendre compte vraiment de ce qui se passe. Bien sûr, et discuter avec l'éleveur, que c'est des gens très sympas, très ouverts,
pas du tout comme les médias ou les réseaux pourraient les montrer, que des gens qui sont en train de râler, qui sont en train de réclamer des aides. Il n'y a pas que ça, quoi. Bah, ça tombe bien puisque cet été, je crois que le tourisme va être très franco-français, donc ça sera l'occasion Oui. pour nous de venir visiter un peu les fermes et voir ce qui s'y passe. Oui, c'est sûr. Après, attention aussi aux visites des fermes, hein. Il faut demander l'autorisation, il faut pas arriver n'importe comment, n'importe quand. Ouais, bien sûr. L'éleveur, il faut... Mais il y a de plus en plus d'éleveurs qui sont ouverts aux visites et qui organisent des visites et des ventes directes dans leur ferme, je Tout crois. à fait. Il y a cette formule-là, et puis il y a la formule aussi de ferme pédagogique, où là, il y a carrément des petits lots d'animaux qui sont isolés pour favoriser le contact entre le citadin et l'animal de la ferme. Il y a aussi des fermes qui font accueil et tourisme, c'est-à-dire qu'on peut aller dormir à la ferme et puis le matin assister au travail de l'éleveur. Donc voilà, si on a envie de s'intéresser à ce métier-là, il y a multiples possibilités d'aller à la rencontre des professionnels. Bon, ben merci, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Pauline, où c'est qu'on peut te joindre si les auditeurs ils ont des questions, s'ils veulent acheter ton livre? Oui, donc moi, en fait, sur les réseaux sociaux, on peut me trouver sous le nom Éthodiversité. C'est sur Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, et sur ma chaîne YouTube. Là, il faut vraiment pas hésiter à y aller, à vous abonner et à... Ouais, parce qu'on voit les vidéos de comment tu travailles avec les bovins et Voilà. quels exercices tu mets en place. Ouais, c'est super Voilà, intéressant. donc je crois que pour me retrouver, c'est pas compliqué, hein. C'est assez facile, t'es partout. Donc voilà. Et dernièrement, mon livre qui est sorti, qui s'appelle Le petit guide illustré du bien-être du bovin. Voilà. Super. Bon, et ben merci beaucoup en tout cas, c'était super intéressant. Eh bien de rien, avec grand plaisir. Et puis j'espère que cet échange pourra éclairer et répondre aux questions des personnes qui sont pas forcément sur le terrain, dans les fermes. Ben, j'espère aussi. Bon, ben à bientôt Pauline, bonne journée. À très bientôt, merci Louise. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles ou à en parler autour de vous. Ça m'aiderait énormément pour faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à bientôt pour prendre ensemble la clé des champs.